Alors, comment se passe la guerre de Bosnie? Elle éclate en avril 92, dans la capitale de la Bosnie, Sarajevo. Alors il y a eu des prémices, chaque camp accuse l'autre d'avoir commencé les hostilités, mais bref, en tout cas les unités serbes encerclent la ville pendant que Izetbegovic, donc qui est le président bosniaque, le musulman, mobilise les réservistes et la police pour assurer la sécurité de la ville. Le 5 avril 1992, des manifestations pour la paix sont organisées à Sarajevo, mais cette manifestation est interrompue par le crépitement des tirs serbes. La ville tombe en état de siège. Les Serbes bloquent les routes principales menant à la ville, stoppent les envois de nourriture et les médicaments. L'eau, l'électricité et le chauffage sont coupés également. Commence alors un cauchemar qui va durer presque 4 ans, un siège interminable. Des obus tombent tous les jours, sur l'académie, sur le dépôt de tramway, sur la vieille ville, sur à peu près tout. Le siège de Sarajevo, pour vous donner une idée, c'est 329 obus par jour pendant 4 ans, en moyenne, dans une ville bloquée, rationnée, peuplée par des civils qui peuvent se faire tuer à n'importe quel moment. Des quartiers saccagés, des femmes bosniaques violées, une criminalité qui monte en flèche à l'intérieur de la ville. Certains endroits restent tristement célèbres. L'allée des tireurs d'élite, particulièrement, où des civils sont régulièrement tués ou blessés par balles par des tireurs perchés sur les hauts bâtiments qui la flanquent. Or, cette allée mène aussi à la seule source d'eau potable de la ville. On estime que 225 personnes ont été abattues ici. En réaction, bien sûr, les Serbes de la ville sont méthodiquement assassinés par la brigade de montagne de Topalovic, ce qui est à l'origine des 150 ou 200 cadavres serbes qu'on a retrouvés dans la fosse de Kazani, près de la ville. Mais le comble de l'horreur fut atteint au marché de Marcalé en février 1994, où tout un marché est détruit par des tirs de mortier, ce qui fait 68 morts et des centaines de blessés. L'origine de ces tirs est probablement serbe, même s'ils en contestent la provenance. En dehors de Sarajevo, la guerre est tout aussi atroce. Les Serbes de Bosnie pratiquent un nettoyage ethnique beaucoup plus violent que celui qu'on a vu en Croatie. Le nettoyage de Prijedor fait 3000 morts. Le nettoyage de Visegrad fait 3000 morts. Le nettoyage de Foča fait 2500 morts. Et ces affreux nettoyages ethniques ont été organisés par les autorités serbes de Bosnie, c'est-à-dire Radovan Karadzic et Ratko Mladic. À l'issue de ces massacres, des exodes massifs de Bosniaques vers la Bosnie centrale ont lieu dans un désordre et une misère hallucinants. À cela doit s'ajouter les camps de viol collectifs, comme celui de Foča, où des centaines de femmes bosniaques sont à disposition des soldats et des officiers serbes qui les abusent ou les battent en cas de résistance. Le viol est donc aussi un instrument de terreur à part entière dans cette période, comme ça l'était pour l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il y a un autre détail que je dois ajouter à ce tableau d'horreur. On pourrait croire que la guerre de Bosnie, finalement, elle oppose principalement les Serbes et les Bosniaques. C'est ce dont on a parlé jusqu'ici. Pourtant, je dois rajouter un nouvel élément. Il y a aussi des Croates en Bosnie. Ces Croates participent à la guerre en tant qu'alliés des Bosniaques. Mais les Croates catholiques et les Bosniaques musulmans n'ont pas l'air d'avoir grand-chose en commun. Et oui, à tout cela s'ajoute donc une autre guerre, qui oppose les Croates et les Bosniaques, et qui a aussi compté son lot d'horreurs. Lorsque la ville de Mostar a été prise aux Serbes, par exemple, elle a été l'objet de rivalités entre les deux alliés. Du point de vue des Croates, la situation est absolument scandaleuse. Ils ont livré des armes aux Bosniaques pour les aider, mais ils constatent que ces armes se retournent parfois contre eux, et c'est ce qu'on voit pendant le siège de Mostar. Une arme n'appartient qu'à celui qui la tient dans sa main, bien sûr. Dans ce contexte, Franjo Tudjman caresse des projets d'agrandissement de son pays, au moins de la côte de Dalmatie, qui est croate. Du coup, on a vu aussi un nettoyage ethnique qui a été pratiqué dans de nombreuses villes de la vallée de l'Ashva, entre 92 et 93, qui a provoqué la mort de plusieurs centaines de Bosniaques, l'emprisonnement de milliers d'autres et entraînant une massive destruction de mosquées. Ces massacres de la vallée de l'Ashva sont dus aux Croates. Donc il faut bien comprendre que si le conflit est aussi violent, c'est qu'il s'agit d'un conflit triangulaire. En fait, si j'ai bien compris, les camps suivent des fractures religieuses. Croates catholiques, bosniaques musulmans, serbes orthodoxes. On est en pleine guerre de religion en fait. On peut voir ça comme ça. En tout cas, l'histoire religieuse est à l'origine des fractures que nous observons. Prenons un peu de temps pour parler de ça. Après, on abordera la fin de la guerre. L'Église orthodoxe serbe soutient Milosevic dans la mesure où celui-ci a promis de protéger les monastères du Kosovo. Et même si elle est anticommuniste,
Les relations avec l'État se sont améliorées. L'Église va jusqu'à exhumer des victimes serbes des Oustachis pendant la Seconde Guerre mondiale, pour leur assurer une sépulture. C'est l'occasion pour l'Église orthodoxe de montrer à la télé des images de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et de suggérer à ceux qui regardent, voilà l'œuvre des Croates. Notons que l'Église orthodoxe est beaucoup plus proche des Serbes de Bosnie, et notamment du fameux criminel de guerre Karadzic, qui s'est fraîchement converti et qui réussit à convaincre les orthodoxes de son zèle religieux. Le patriarche Paul de Serbie appelle à l'union des Serbes face aux dangereux Croates. Alors on va reparler du patriarche Paul, c'est pas vraiment qu'il est complice des crimes serbes, mais en tout cas il est solidaire des douleurs et des craintes et de l'histoire du peuple serbe. Il pense qu'ils ont le droit de se défendre si leur vie est menacée. Et à cette époque, il pense que les Croates menaçaient réellement leur vie. Alors ce patriarche, il a appelé au pardon de Karadzic et Mladic, c'est une figure controversée, mais qui est quand même un personnage crucial dans la reconstruction de l'orthodoxie après les persécutions communistes. Et en outre, c'est un ascète et un homme humble très respecté dans son pays. Bref, les orthodoxes sont solidaires avec les Serbes, on a compris. Du côté catholique, c'est moins clair. L'Église catholique soutient assez mollement Tudjman. Elle reconnaît l'indépendance de la Croatie, mais le pape appelle à la cohabitation pacifique entre les communautés, et il est révulsé par la violence et par les nettoyages ethniques. L'Église tient compte des leçons de l'histoire. Elle sait que certains franciscains avaient été du côté des Oustachis en 1941, et on le lui avait tellement reproché qu'elle a décidé à ne pas laisser son clergé se compromettre une deuxième fois. Donc elle choisit la voie de l'apaisement. Elle appelle à la paix et à la mixité ethnique, parce que pour elle c'est l'unique solution raisonnable du conflit. Et du côté des musulmans? Les musulmans c'est encore différent. Contrairement à Milosevic et Tudjman, Izetbegovic est un vrai croyant, un vrai musulman, un homme pieux, qui veut redresser l'islam bosniaque. Après tout, les Bosniaques se définissent par le fait qu'ils sont musulmans. Ils n'existeraient pas sans cette différence. S'ils font venir des Moudjahidines, c'est parce qu'ils aspirent à renouer des liens avec l'Orient, à ressusciter peut-être l'Empire ottoman qui suscite chez eux de la nostalgie. Izetbegovic désire une islamisation future des Balkans. Mais pour le moment, il cherche avant tout à créer un espace de protection où l'islam pourra prospérer en attendant des jours meilleurs. Cet objectif, il finira par l'atteindre. Cet espace de protection, c'est celui qui deviendra la Fédération de Bosnie et Herzégovine. Pour résumer, les trois camps sont différents sur ce point. Les Bosniaques sont peut-être les seuls à vivre cette guerre comme une guerre de religion. Les Serbes et les Croates, eux, la vivent plutôt comme une guerre entre nations, avec instrumentalisation de la religion. Mais même entre ces derniers, il y a des différences. Les Serbes ont la chance d'être pleinement soutenus par leur Église, voilà, tant mieux pour eux, mais les Croates, eux, n'ont pas vraiment le soutien de la leur. Il y a bien trois postures différentes, qui d'ailleurs font écho aux rapports très dissemblables que ces religions ont avec la politique. Mais ceci est un autre sujet. Nettoyage ethnique, viol, destruction. C'est l'enfer sur Terre. Les Américains vont arrêter ça, on est d'accord. Enfin, les Nations Unies. Oui, les Nations Unies interviennent. Cette intervention paraissait inévitable. Voir ces gens s'entretuer pendant des mois et des années sans que jamais aucune solution durable ne soit dégagée ni par un camp ni par l'autre, c'était tout simplement pas possible. C'est la tristesse du spectacle qui motive cette intervention. Alors dans un premier temps, les Nations Unies établissent un embargo sur les armes. L'idée était d'empêcher les armes d'atterrir sur la zone du conflit. C'est pas bête ça. Plus d'armes et le conflit va mourir de lui-même. L'idée n'est pas idiote, mais elle va être très contestée. Pourquoi? Parce qu'en faisant un embargo sur les armes, on avantage le camp qui dispose du plus de réserves et de moyens pour contrer cet embargo. En l'occurrence, il avantage plutôt les Serbes sur les Bosniaques. Les débuts des interventions des Nations Unies consistaient à établir des zones sécurisées où les Serbes ne pouvaient pas rentrer et commettre des exactions. Mais, il y a un mais, je ne vous cache pas que les casques bleus ont un peu de mal. À de nombreuses reprises, leur déploiement a été inefficace, leurs zones protégées ont été perdues. Certains casques bleus ont été capturés par les Serbes, qui les ont utilisés comme boucliers humains pour éviter le bombardement de leurs dépôts d'armes et de munitions. Pire encore, les casques bleus sont parfois spectateurs de massacres qu'ils ne parviennent pas à empêcher. Soit que ces massacres sont commis par des Bosniaques contre des Serbes, et dans ce cas-là c'est compliqué d'agir parce qu'ils ont mandat pour protéger les Bosniaques, précisément, soit que des massacres sont bien commis par des Serbes sur des civils,
mais que les casques bleus n'obtiennent pas l'autorisation de leurs supérieurs pour faire feu, pour riposter en fait. Mais bon, les Nations Unies ne s'arrêtent pas là. Une aide humanitaire est prodiguée depuis l'aéroport de Sarajevo. La jonction de l'aéroport avec la ville se fait par un tunnel, le fameux tunnel de Sarajevo, qui a été ouvert par les Bosniaques de la ville assiégée en juin 93. Des opérations d'évacuation d'enfants sont menées à travers ce tunnel, comme l'opération Irma. On a dit parfois que l'efficacité y a été subordonnée à la mise en scène, mais il n'empêche que la taille du dispositif humanitaire est impressionnant. Entre juillet 92 et la fin de l'année 95, les Nations Unies ont coordonné l'acheminement de 160 000 tonnes de vivres, médicaments et autres produits de première nécessité dans la ville de Sarajevo. En avril 93, les Nations Unies décident de mettre en place une zone d'exclusion aérienne, puis un blocus commercial général. Une attitude qui est résolument hostile aux Serbes. L'ennemi, ce sont les Serbes. Désormais, il n'y a plus d'hésitation sur ce point. Finalement, la guerre atteint un apogée lors de l'événement qu'on appelle Massacre de Srebrenica, du nom de la fameuse enclave bosniaque située près de la frontière avec la Serbie. Cet événement est important et je vais donc tâcher de le décrire. Vous vous souvenez que de nombreux casques bleus avaient été pris en otage par les Serbes. Ces casques bleus, des Français pour la plupart, ont été libérés dans le mois de juin 1995. Cette étrange libération est sûrement le produit des négociations secrètes que Bernard Janvier, commandant français des forces militaires de l'ONU en Yougoslavie, a tenues avec Ratko Mladic le 4 juin 1995. Or, on ne sait pas vraiment par quels moyens Janvier a-t-il réussi à persuader Mladic de libérer les otages. Le 7 juillet 1995, les Serbes prennent d'assaut la ville de Srebrenica. Les casques bleus sur place demandent alors l'emploi de l'aviation pour détruire l'armée serbe. Le général Janvier s'y oppose. Ce refus fut interprété a posteriori comme la tenue d'une parole qu'il aurait donnée à Mladic. Mais je parle ici au conditionnel. Cela lui sera en tout cas lourdement reproché, car la nuit du 12 au 13 juillet 1995, la ville tombe pour de bon, alors qu'un régiment de casques bleus néerlandais, chargé de sa défense, s'y trouve encore. Les Serbes procèdent alors à l'évacuation des femmes, des vieillards et des enfants par bus, ce en quoi ils sont aidés par les casques bleus. Mladic assure à ces derniers que les hommes seront évacués plus tard. Les 13, 14, 15 et 16 juillet 1995, les Serbes s'adonnent à l'exécution de tous les hommes et garçons bosniaques encore présents parmi leurs prisonniers. Le bilan est de 8000 morts. C'est un véritable massacre qui a lieu à quelques kilomètres seulement des forces de sécurité de l'ONU. Et c'est en apprenant la nouvelle que l'ONU, chapeautée par les États-Unis, décide enfin de frapper fort pour punir la Serbie du crime commis à Srebrenica. La réponse survient en septembre 1995, c'est l'opération Deliberate Force. 400 avions de multiples pays occidentaux, coordonnés par l'OTAN, bombardent les positions de la République serbe de Bosnie. Leur puissance est réduite à néant en une vingtaine de jours. Cette fois, Milosevic comprend enfin qu'il doit mettre fin à ce charnier en signant les accords de paix de Dayton, qui étaient négociés depuis quelques années. Il signe en décembre 1995, la guerre est finie. Donc t'as bien retenu, l'intervention en Bosnie patinait pendant 4 ans, jusqu'à Srebrenica. Ensuite, les Américains décident de frapper un bon coup. Puis c'est la paix avec les accords de Dayton, les frontières sont gardées en l'état, la Serbie a perdu. Alors maintenant, il faut se demander à quoi aboutissent les fameux accords de paix de Dayton. En gros, une Bosnie-Herzégovine croate et bosniaque qui compose la première moitié de la population, et une république serbe autonome, sur cette grande paire d'ailes symétriques que vous pouvez voir, mais sur laquelle vit la deuxième moitié de la population. Les deux chefs des Serbes de Bosnie, Karadzic et Mladic, sont inculpés pour crimes de guerre et génocide, mais ils restent introuvables. Enfin, une autre conséquence de la guerre de Bosnie, toujours visible aujourd'hui, c'est la ségrégation scolaire. Et oui, on ne mélange plus les enfants bosniaques et les enfants serbes à l'école. Leurs programmes sont différents, leur alphabet est différent, leur histoire est différente. Donc si on a vu que la guerre de Croatie s'était terminée par un exode, la guerre de Bosnie, elle, se termine par une semi-ségrégation. Pendant ce temps, que se passe-t-il en Serbie? En Serbie, la situation va très mal. L'Union européenne a jeté un embargo commercial sur la Serbie. Ces sanctions économiques vont avoir un effet terrible. Elles créent dans le pays une très forte inflation. Cette inflation devient une hyperinflation entre 93 et 94. Et Milosevic laisse faire parce qu'elle lui permet de financer sa guerre.
Attends, pourquoi une hyperinflation lui permettrait de financer sa guerre? Ça, disons, c'est de l'économie, hein. En fait, c'est parce qu'il a contracté des prêts à taux fixe pour financer sa guerre, avec des échéances qui ne changent pas. Si le dinar serbe perd de la valeur, alors il va être de plus en plus facile de rembourser les prêts pour Milosevic. Ça, c'est une règle de l'économie. Une inflation avantage toujours les débiteurs et désavantage les créanciers. Alors une hyperinflation, c'est une situation délirante, hein, où la paie que vous avez reçue au début de la semaine peut vous donner 2 fois plus de pouvoir d'achat que la paie que votre voisin a reçue en fin de semaine. Mais bon, cela est de courte durée, il tient à sa réputation tout de même, et à partir de 1994, le gouverneur de la Banque nationale de Serbie parvient à lancer un nouveau dinar plus stable, et l'inflation revient à des taux acceptables. La croissance économique reprend et atteint même 10% dans les années qui suivent. Par contre, des marchés noirs sont apparus et toute une économie parallèle qui ne semble pas vouloir disparaître. Étant donné les conséquences terribles de la guerre, la réputation de Milosevic est en berne. Il tente bien de manipuler les élections municipales de 96, mais il se heurte à de grandes manifestations dénonçant les fraudes de son gouvernement et il est obligé de reculer sur certains des résultats qu'il avait truqués. Et alors qu'il est un peu embourbé dans ses problèmes de fraude et d'élection, un nouveau problème se profile à l'horizon. Vous le savez, la guerre du Kosovo. Au Kosovo, Milosevic a mis en place une politique de recolonisation serbe très agressive. En pratique, ça signifie une discrimination systématique des Albanais, qui se voient éjectés de la plupart des administrations, de la police, des hôpitaux, des écoles, de l'université de Pristina, etc. Le chômage se répand chez les Albanais à une vitesse très grande et atteint même des records. 70% de chômeurs chez les Albanais sous Milosevic. Vous imaginez les conséquences sur les foyers. Des dispositions sont prises contre la langue albanaise, et notamment dans les écoles. Toutes les écoles primaires et secondaires albanaises sont fermées. Les installations de foyers serbes sont encouragées. Milosevic apparaît comme un tyran aux yeux des Albanais et un groupe de résistance se forme. Cette résistance, on l'appelle l'armée de libération du Kosovo, et à partir de 1998, l'armée de libération mène une véritable guerre contre Milosevic. Il faut dire qu'elle possède toutes les armes qui dormaient alors dans les arsenaux de l'Albanie, ce dangereux pays voisin, laquelle Albanie est en fait plongée dans une très grave crise politique au même moment. Les Serbes rétablissent l'ordre dans la région à partir de mars 1998. Pendant un an, ils traquent méthodiquement l'armée de libération du Kosovo. Les Serbes ne cherchent pas tant à exterminer et massacrer les civils, mais plutôt à expulser les civils, en brûlant les maisons des Albanais, hein, très souvent. Ouais, ils brûlent la maison et ils disent la frontière avec l'Albanie est grande ouverte, vas-y, on te retient pas. Voilà, c'est l'idée, mais cette campagne elle est extrêmement brutale et en fait elle fait de nombreux morts chez les civils. En face, les Albanais répliquent tout aussi salement, avec des meurtres, des enlèvements, des viols et des crimes de toutes sortes. Au sein de cette armée, le rôle de Hashim Thaçi est fondamental. Ce jeune homme de 30 ans ne répugne pas à assassiner ses rivaux et s'impose comme le chef de l'armée de libération. Il semble qu'il ait également fourré son nez dans tout un tas de trafics peu avouables et dont les soupçons pèsent encore sur lui aujourd'hui. Ainsi, un rapport du Conseil de l'Europe affirme qu'il a organisé du trafic d'organes, plus précisément le prélèvement de reins sur certains Serbes capturés ou enlevés. Et il est vrai que de nombreux enlèvements inexplicables ont été signalés dans la région. Par ailleurs, les Kosovars sont également impliqués dans le trafic d'héroïne en Europe, et ce de façon certaine. Il m'est arrivé de lire que l'armée de libération est islamiste. En fait, pour ce que j'en sais, Hashim Thaçi ne conçoit pas du tout son armée comme étant un bras armé de l'islam. Au contraire, les islamistes figurent parmi ses rivaux assassinés. Et au Kosovo, il n'y a pas de mujahideen, comme en Bosnie. Mais il est vrai que les Albanais du Kosovo détruisent de façon répétée des églises et des monastères, aussi bien pendant la guerre qu'après la guerre. En 2020, Thaçi est inculpé par le tribunal de La Haye pour ses activités pendant la guerre. Il s'est rendu à la justice et attend actuellement son jugement. Pendant un an, entre mars 98 et mars 99, Serbes et Albanais s'entremassacrent de façon éparse sur l'ensemble du territoire kosovar. Lorsque 45 personnes sont tuées à Ratchak, les Américains choisissent d'y voir des victimes civiles. On ne veut pas revoir un nouveau Srebrenica, et donc les Américains se sentent légitimes pour mener une intervention. Du coup, le 24 mars 99, une intense campagne de bombardement américain s'abat sur la Serbie. Comme pour la guerre de Bosnie, une nouvelle opération Deliberate Force. C'est le même principe. Mais cette opération-là,
Elle s'appelle Force Alliée, et c'est la même chose que pour la Bosnie, mais en beaucoup plus massif. Les bombardements sur la Bosnie avaient consisté en 3500 sorties aériennes en 22 jours. Les bombardements sur la Serbie seront beaucoup plus importants, 58 000 sorties aériennes en 78 jours, soit 2 mois et demi de chute de missiles en continu sur la totalité de la Serbie. Finalement, tout s'arrête le 6 juin. Ces bombardements ont été peu efficaces. Peu de pièces d'artillerie serbes ont été détruites, parce que l'ennemi utilisait des leurs. En revanche, beaucoup de bâtiments non militaires, notamment des usines chimiques, furent touchés. On pense qu'environ 1000 personnes sont mortes à cause de ces bombardements. La moitié sont des soldats et l'autre moitié des civils. Ces civils, contre toute attente, pour 2 tiers, étaient des réfugiés albanais du Kosovo, semble-t-il. Mais on peut considérer que cette opération a fonctionné, puisque Milosevic abandonne la guerre devant la puissance de l'aviation américaine. Mais cette fois, les Nations Unies vont plus loin. Il faut provoquer la chute du gouvernement Milosevic. Ce dernier est inculpé devant le tribunal pénal international de La Haye pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Il choisit de ne pas se rendre, mais il doit quitter le pouvoir parce qu'il est battu aux élections. Les Nations Unies exigent son arrestation. Finalement, en 2001, il est arrêté à Belgrade, puis comparaît devant le tribunal de La Haye. Il meurt en 2006, avant la fin de son procès. On ne saura donc jamais ce qu'aurait été la sanction de Milosevic s'il avait été jugé. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque les 2 criminels de guerre, Karadzic et Mladic, sont retrouvés à leur tour en 2008 et 2011 respectivement. Ils seront tous les 2 condamnés à l'emprisonnement à perpétuité. On a vu que la guerre de Croatie s'est terminée par un exode, celle de Bosnie par une semi-ségrégation, celle du Kosovo par une persécution. Les Albanais devenant nettement majoritaires, ils peuvent entreprendre une persécution de la minorité serbe. En 2004, 5 ans après la guerre, les tensions ethniques reprennent. Quelques tueries violentes ont lieu, de nombreuses églises sont détruites à nouveau, et 4000 Serbes prennent leurs valises pour fuir le Kosovo. Il ne reste plus que 5% de Serbes sur le territoire. La bataille de Kosovo-Polier avait été le lieu de la chute héroïque des Serbes face aux Ottomans. Les guerres balkaniques avaient permis de venger cette catastrophe en 1913. Mais avec la guerre du Kosovo, le territoire retombe dans les mains de l'islam. De leur point de vue, il s'agit d'un échec cuisant pour l'Europe chrétienne. Donc ça, c'était pour les conséquences de la guerre du Kosovo. Et maintenant, si on veut tirer les conséquences de toutes ces guerres en général, les guerres de Yougoslavie, eh bien, c'est l'éclatement de la Yougoslavie, dont les derniers fragments se détachent dans le nouveau siècle qui vient. En 2006, le Monténégro se sépare de la Serbie, et en 2008, c'est le tour du Kosovo. La Serbie est désormais pratiquement seule avec elle-même, et ses rêves d'empire sont déçus. Avant de conclure, penchons-nous un peu sur ces histoires d'intervention de l'ONU. Intervention américaine. L'ONU, c'est les Américains en fait. Eh bien justement, est-ce que ce serait pas un peu plus compliqué que ça? Ces 2 interventions, à première vue, se ressemblent. Elles ont commencé par des déploiements d'unités d'intervention internationales et se sont achevées par des bombardements sur des cibles stratégiques. En 95 sur les Serbes de Bosnie et en 99 sur les Serbes de Serbie. Elles ont conduit dans les 2 cas à faire renoncer Milosevic à ses projets. On pourrait se dire, elles ont atteint leur objectif, point. Je te cache pas que ces 2 interventions sont en fait très critiquées. Laisse-moi deviner, parce qu'elles reflètent l'impérialisme américain, toujours le même. Essayons de ne pas trop simplifier ces histoires d'impérialisme américain. Quand je dis qu'elles sont critiquées, les 2 ne sont pas critiquées pour les mêmes raisons. Je suis désolé, on ne peut pas dire que l'intervention en Bosnie a été une agression américaine. Au contraire, de 1992 à 1995, l'ONU retient ses coups, laisse toute marge de manœuvre aux belligérants pour régler eux-mêmes le conflit. C'est une démonstration de prudence, la guerre de Bosnie, pas d'impérialisme. Ah, mais qu'est-ce qu'on leur reproche alors? On leur reproche ça justement, cette prudence, cette mollesse, cette indécision. Les casques bleus protègent des zones, soi-disant, mais ils les protègent mal. Ils sont même capturés et deviennent des boucliers humains. Ils font soi-disant un embargo sur les armes, mais en fait, tout le monde pratique la contrebande. On se demande un peu c'est quoi ce travail. Ouais, dit comme ça fait brouillon comme histoire. Mais au moins, après Srebrenica, ils sont rentrés dans le tas et ça a mis fin au truc. Oui, mais justement, Srebrenica, c'était la cerise sur le gâteau. Cette ville stratégique faisait partie des zones protégées en théorie par les casques bleus,
ils la perdent. Ces casques bleus néerlandais ont participé eux-mêmes au massacre? Non, 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 bien sûr que non. C'est des casques bleus, concentre-toi. Oui, pardon. Mais ils ont participé à l'évacuation des femmes et des enfants, c'est-à-dire au tri. Ce tri qui n'a laissé que les hommes dans la ville. C'est presque comme s'ils avaient remis littéralement dans les mains de Ratko Mladic les Bosniaques. Et lorsque les massacres ont commencé, les casques bleus ne sont même pas intervenus. Pire, n'ayant pas reçu d'ordre, ils n'ont pas accueilli les hommes qui essayaient de se réfugier dans leur base. La gravité de leur inaction est telle qu'en 2014, les Pays-Bas seront condamnés pour responsabilité partielle dans ce massacre. Donc qu'est-ce que tu peux comprendre de ça? J'ai compris, globalement, les casques bleus ont échoué à protéger les civils. Mais pourquoi en fait? D'où vient le problème? Pourquoi une telle inefficacité? Le problème vient d'abord du fait que ce qu'on leur demandait était très compliqué. Certains casques bleus se font tirer dessus par un camp, puis par l'autre 2 jours après. Établir des zones protégées dans ce contexte, c'était un vrai casse-tête, d'autant qu'ils étaient censés désarmer les Bosniaques en danger, sauf que les Bosniaques ne se laissent pas désarmer comme ça. Donc, ce qu'on leur demandait était très dur. Ensuite, il y a de l'indécision. D'où vient le danger? Qui protéger? Que faire? Visiblement, non seulement ils ont du mal à bien cerner la situation, mais en plus, il y a des divergences d'opinion au sein même de l'OTAN. Les Américains, ils veulent bourriner contre les Serbes. Mais les Français veulent ménager les Serbes. Et tu vas me faire croire que les Américains ne prennent pas toutes les décisions? Non. On est à l'époque où les Américains s'efforcent de collaborer avec les autres puissances. Et c'est juste à la fin de la guerre qu'ils finissent par mettre d'accord tout le monde pour faire ces bombardements qui, et c'est ce que pensent les Américains, auraient dû être faits depuis bien longtemps. Passons maintenant à la guerre du Kosovo. Là aussi, l'intervention de l'ONU a été sous le feu des critiques. Mais c'est pas les mêmes critiques, pour des raisons diamétralement opposées. Ce que je n'avais pas dit, c'est que les bombardements de l'OTAN de mars 1999 sur la Serbie n'ont pas reçu l'assentiment du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, parce que la Chine et la Russie avaient mis leur veto à cette intervention. D'un point de vue de la Charte des Nations Unies, cette intervention est illégale, mais ils l'ont fait quand même. Oui, les Américains ont pris les devants, ils ont outrepassé la légalité. Ah oui, mais ça c'est de l'impérialisme. On peut dire ça, mais pour les Américains, il y a vraiment un problème de prise de décision. L'ONU, en l'état, elle fonctionne mal. On a vu ce que c'est. Quand on respecte trop les formes, au final, on se retrouve avec un massacre de Srebrenica sur les bras. Or, les Américains veulent protéger la vie des civils albanais. Persuadés qu'un nouveau Srebrenica va avoir lieu, ils prennent sur eux la responsabilité morale de passer outre le veto du Conseil de sécurité de l'ONU et d'intervenir quand même. En fait, ils disent vous êtes des branquignoles, nous, on fait le job. Exactement, et c'est ça qu'ils vont dire une fois que ces bombardements de 99 ont été faits. Ils vont dire oui, il y a eu des dégâts collatéraux, oui, on a été un peu bourrin, mais nous, on a fait en 78 jours ce que 36 000 casques bleus n'arrivaient pas à faire en 4 ans, mettre fin à cette horreur. Si on vous avait écouté, on serait encore à l'étape où on distribue des sucettes à des enfants orphelins. Au moins, avec nous, on avance. Ils n'ont pas tort dans un certain sens. Oui, ils n'ont pas tort. En tout cas, si on recherche l'efficacité dans l'OTAN, il faut bien reconnaître que la domination américaine gagne en efficacité avec ce nouveau modèle. Mais par contre, ça va introduire de nouveaux problèmes, de nature idéologique cette fois. En faisant comme ça, l'OTAN devient officiellement accrochée à la géostratégie américaine. Oui, ça c'est un premier point. C'est pas pour rien s'ils nous ont pondu une base américaine en plein Kosovo, le camp Bondsteel. On sait au moins qui est le chef désormais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dérangeant aussi pour d'autres raisons. Les Américains nous disent que leurs bombardements ont mis fin à la guerre, et c'est vrai, mais ils n'ont pas mis fin aux tensions ethniques dans la région, loin de là, qui, comme on l'a vu, n'ont fait que continuer. Et puis c'est même pas ça. Cette situation est malaisante. Il y a un vrai malaise de civilisation pendant cette guerre du Kosovo. Et c'est là qu'on peut parler notamment des Français qui ont participé à cette guerre. Certains soldats français ne comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient là, surtout si ces soldats étaient catholiques par exemple. Ils avaient du mal à se dire qu'ils étaient là pour tuer d'autres chrétiens. Ils assistent à des prises d'assaut de monastères ou d'églises, et il leur paraît aberrant de se dire qu'ils sont complices des preneurs d'assaut et qu'ils sont les ennemis des Serbes persécutés. Un témoignage intéressant dans le genre, c'est celui du colonel Jacques Hogar, qui s'intitule L'Europe est morte à Pristina. Dans ce témoignage, on peut lire que le colonel Hogar a laissé une garnison autour du monastère de Devic, afin d'éviter qu'il ne soit détruit. En faisant ça, il a outrepassé son mandat,
Quand tu lis ce genre de témoignage, tu finis par te dire qu'intervenir comme soldat français dans une force internationale et suivre les instructions de l'ONU à la lettre, c'est parfois être amené à être déraciné de ses propres origines, de se libérer de toute solidarité religieuse ou civilisationnelle, de respecter les ordres. Enfin, il y a un dernier problème, et peut-être que c'est le plus grave. Ce nouveau fonctionnement de l'OTAN vont faire des États-Unis une sorte de gardien de la moralité. De la moralité? Non, de la légalité, tu veux dire. Non, de la moralité. S'ils outrepassent le Conseil de sécurité, c'est qu'ils se prévalent non d'arguments légaux, mais d'arguments moraux pour intervenir. Oui, nous n'avons pas écouté le Conseil de sécurité, mais il nous fallait agir pour des raisons morales. Leur rôle devient moral. Or, la moralité américaine est intéressante en ceci qu'elle va entraîner ce pays dans des interventions ultra-agressives et génératrices de chaos, comme en Irak, voir mon épisode sur Saddam Hussein, ou en Libye, voir mon épisode sur Kadhafi. 1999 est donc le début d'une nouvelle ère dans la politique internationale américaine qui va être nettement arrimée à des préjugés moraux, qu'on aura l'occasion de détailler encore dans bien d'autres épisodes. Deux questions se posent pour celui qui cherche à comprendre les événements. La première, c'est pourquoi la guerre? Et la deuxième, pourquoi les crimes de guerre? D'abord, pourquoi la guerre? La cause de la guerre, c'est l'impossibilité pour les Serbes d'admettre que leur peuple soit séparé, coupé, départi, d'admettre qu'ils ne puissent se gouverner eux-mêmes. Les Serbes des confins de Croatie, ceux des confins de Bosnie, ceux du sud de la Bosnie, ceux de Slavonie orientale, ceux du Kosovo, sont autant de frères et de sœurs qu'on abandonne dans les mains de leurs ennemis. Dans les mains de ceux qui, pensent-ils, veulent la mort des Serbes. Les Croates, qu'ils voient depuis le temps des Oustachis comme des hommes assoiffés de sang, et les musulmans parce qu'ils les identifient comme le fantôme de cet empire ottoman que les Serbes ont mis plus de 500 ans à vaincre. Nietzsche disait « En temps de paix, l'homme belliqueux s'en prend à lui-même ». Peut-être que c'est cela qui est arrivé aux Yougoslaves. Sous Tito, ils ont usé leur paix à s'autodétruire. Tito a voulu faire une Yougoslavie sans les Serbes. Une Yougoslavie impossible par conséquent. Les Serbes ne sont pas seulement le peuple majoritaire, celui qui a procédé à la création du pays, il est aussi celui qui fait le lien entre tous les territoires. Ils ont un lien avec les Croates par la langue, un lien avec le Kosovo par l'histoire, un lien avec la Macédoine par l'Église, un lien avec les Slovènes par la race. Enlever les Serbes, et la Yougoslavie devient un agrégat complètement absurde et inexplicable. Mais pour que ce pays existe, il fallait accepter qu'il reste, de façon tacite, une sorte de continuation de l'Empire serbe, puissant, stable, héroïque et chrétien, tout en devenant le cœur d'une fédération heureuse. Honnêtement, tous les peuples dont nous parlons auraient pu gagner à cette fédération. Les compétences slovènes auraient pu aider à relever le Kosovo sous-développé, le pétrole serbe aurait pu être acheminé vers les ports croates, Belgrade aurait pu financer les chemins de fer de la Bosnie, et ainsi de suite. Lorsqu'on voit la répartition des Croates aussi, on s'aperçoit qu'ils forment un croissant très mince, qui conférait à leur territoire une vraie fragilité, une géographie plus frontalière qu'impériale. Alors pourquoi ne pas les incorporer dans un pays avec lequel ils avaient, après tout, une affinité de langue? Mais la Yougoslavie n'a pas réussi à trouver cet équilibre qui lui aurait permis de devenir à la fois un empire serbe et une fédération. Pour que cette fédération existât, il fallait faire des concessions indispensables aux Serbes. La mise en minorité de l'islam et le contrôle du Kosovo. Autrement dit, les Serbes devaient continuer à se regarder comme le rempart de l'Europe face à l'islam. C'était là leur raison d'être historique, leur désir le plus intime. En érigeant les Bosniaques au rang de nationalité majoritaire en Bosnie, et en privant Belgrade du contrôle du Kosovo, les communistes ont promis la Yougoslavie à l'éclatement. Maintenant passons à l'autre question. Pourquoi les crimes de guerre? Les civils ont souffert au-delà de l'imagination, mais ils ont aussi participé à l'esprit de la guerre. Cette guerre civile est une guerre entre civils, une guerre où personne n'est complètement à l'abri parce que personne n'est complètement innocent. Tout le monde a véhiculé cette peur de l'autre, cet amour des siens. Et on le sait, tous les camps ont commis des atrocités. Mais en premier lieu, ce furent les Serbes, très rapidement imités par les deux autres. Ces atrocités sont le nettoyage ethnique, le camp, le viol
et la destruction. Le nettoyage ethnique d'abord. C'est la manifestation la plus évidente de la guerre civile. Les Serbes ont voulu homogénéiser ethniquement le territoire. Ce nettoyage est un déchirement absolu. La Yougoslavie avait permis à ces gens de cohabiter ensemble, et le temps les avait entremêlés les uns aux autres. Il s'agit donc de défaire ce que le temps a fait. Et le meilleur moyen de faire partir les gens est de pratiquer massacre sur massacre. Ensuite, le camp. La Bosnie s'est couverte de camps remplis de prisonniers sales, pouilleux, amassés comme du bétail, décharnés sans espace. On peut citer Omarska et Prijedor chez les Serbes, Zenica chez les Bosniaques, Karlovac chez les Croates, mais il y en a beaucoup d'autres. Il semble qu'on ne veuille pas dépenser un sou pour nourrir ces malheureux pris au combat, tant la guerre absorbe toutes les économies. Le viol. Les Serbes, mais aussi les Croates et les Bosniaques, abusent des jeunes filles par centaines dans des camps de soldats. Est-ce simplement un moyen de se soulager après le combat? Peut-être, mais il y a aussi une volonté de briser l'arbre de parenté des Bosniaques, en mettant dans leur ventre des bâtards serbes. Le viol est ici un instrument de terreur à part entière. Enfin, la destruction. Sarajevo et ses théâtres et sa bibliothèque, le pont de Mostar, et surtout, bien sûr, les mosquées, les églises, saccagées et bombardées par centaines. Cette guerre nous permet de prendre conscience de la puissance destructrice redoutable des nationalismes. Tous les crimes sont justifiables s'il en va de la Grande Serbie. Les individus n'ont plus aucun droit, ils sont broyés par les volontés d'une nation aux abois. Au milieu de tout cela se trouve un homme, celui qui a permis aux Serbes de retrouver un honneur perdu, de défendre fermement la Yougoslavie et de reprendre le contrôle du Kosovo. Il s'agit de Slobodan Milošević. Ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il n'est pas un homme de l'apaisement. Au contraire, il a passé son temps à envenimer la situation. À partir de 1990, il persécute les Albanais par une politique discriminatoire absurde, redoublant ainsi les haines anti-serbes dans la région. En fait, Milošević fait ce que les Serbes attendent de lui. Il se laisse porter par les foules et par les événements. Il n'est pas commanditaire des massacres, mais il est incapable de les empêcher, il est incapable de les condamner même. Il est incapable de se dégager de l'engrenage de la violence. Depuis Tito, Belgrade n'a pratiquement pas de contrôle sur les Serbes de Bosnie, et Milošević se voit obligé d'endosser la responsabilité de toute leur misère, mais aussi de tous leurs crimes. En 2007, le patriarche orthodoxe Paul, méditant sur ces événements, méditant aussi sur Karadzic et Mladic, avec qui il partageait le rêve de la Grande Serbie, et pour qui il demanda le pardon, prononça ces mots. « Je préférerais que la Grande Serbie disparaisse plutôt qu'elle tienne par le crime. Je préférerais que la petite Serbie disparaisse plutôt qu'elle tienne par le crime. Et s'il n'y avait plus qu'un seul Serbe sur la terre, et que ce Serbe fût moi, je préférerais encore mourir que de tenir par le crime. » Le patriarche donne ici une confession d'autant plus intéressante qu'il est lui-même presque l'âme de la nation serbe. Milošević a brillé par sa passivité, son absence de solutions originales. Il aurait pu essayer de faire cesser le nettoyage ethnique et les viols, qui ne sont d'aucune aide pour son projet de restauration de la Yougoslavie, et qui au contraire ne font que précipiter sa fin. Il n'en fit rien. Il aurait pu chercher à intégrer les Albanais économiquement dans la Serbie, essayer de les sortir de la pauvreté pour ensuite obtenir la confiance d'une partie d'entre eux. Il aurait pu essayer d'organiser une administration et une police mixte, par exemple. Mais bien au contraire, il n'a fait que persécuter unilatéralement les Albanais. Milošević cria avec les autres, se conduisit comme les autres. Les Serbes voulaient du sang, il leur en a donné, mais sans proposer aucune solution durable aux problèmes existentiels de la Yougoslavie. Soit qu'il ait manqué d'imagination, soit qu'il n'ait eu qu'un contrôle lointain sur les événements, soit les deux. Finalement, après 10 ans de lutte, il n'obtient rien de ce qu'il avait promis à son peuple et a monté toute l'opinion internationale contre lui. Il n'y a rien de plus tragique qu'un chef qui obéit à sa foule. C'est quelque chose de contre-nature. Habituellement, ce sont les foules qui doivent obéir au chef, et non l'inverse. C'était le rôle de Milošević d'apaiser les cris de la foule. Sans doute il ne pouvait pas empêcher la guerre, mais il pouvait au moins empêcher ou désapprouver les nettoyages ethniques. Les vrais chefs doivent savoir distancier le politique du populaire. C'est cette distance qu'il manquait, hélas, à l'étoffe du président Slobodan Milošević. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu ou lâchez un commentaire. Par pitié, c'est hyper important, ça va me permettre d'être mieux référencé.
Donc ça, c'est une manière de me soutenir gratuitement. Si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez faire un tour sur Tipeee, hein. Merci à tous mes tipeurs et à très bientôt sur ma chaîne.